Je me souviens encore du moment exact où ses mains se sont mises à trembler. Nous étions à la porte Bessie et ma grand-mère serrait l'enveloppe de sa carte d'embarquement à 2 mains, sauf qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Elle a murmuré mon nom, Élise, la voix brisée. Elle a ajouté qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de billet pour elle. Et puis mon père s'est détourné comme si elle était une erreur qu'il pouvait effacer. Comme si les 20 000 $ qu'elle leur avait donnés ne signifiaient rien. C'était Thanksgiving. Ils ont embarqué pour l'Europe. Je suis resté avec elle. Je ne l'ai jamais regretté. 3 semaines plus tard, quand ils sont revenus de Paris et ont traversé le hall des arrivées en riant, ils se sont figés parce que j'étais là, juste à côté d'un homme en costume gris foncé. Et dans sa main, il y avait un dossier qui allait tout changer. Ceci est l'histoire d'une trahison, d'une femme qui a tout donné et de ce qui arrive quand quelqu'un dit enfin « assez ». En grandissant, je n'ai jamais vraiment eu l'impression d'appartenir à ma famille. Mon père, Charles Dubois, était un agent immobilier obsédé par l'image. Ma mère, Delphine, était plus préoccupée par les régimes et le statut social que par les émotions réelles. Les dîners de famille étaient des représentations scénarisées, conversations futiles, critiques, silence. Mais il y avait une personne qui illuminait ma vie, ma grand-mère, Lydie. C'était la mère de mon père. Une institutrice à la retraite qui vivait dans une modeste maison de plain-pied à Méridian. Chaque été, elle m'accueillait comme si j'étais sa propre fille. Tandis que mes parents s'envolaient pour des croisières réservées aux adultes, je passais de chauds après-midi à faire du pain à la cannelle, à arroser ses hortensias et à m'endormir sur le canapé au son de ces fredonnements de vieilles chansons de Billie Holiday. Elle était douce mais vive d'esprit, gentille mais ferme. Quand je pleurais de ne pas avoir été invité à la fête d'anniversaire de ma cousine, elle m'a appris à peindre à la place. Quand mes parents m'ont grondé pour avoir eu un B en maths, elle disait que les notes mesurent des chiffres, pas la valeur d'une personne. Elle gardait tout ce que je faisais, chaque dessin maladroit, chaque carte d'anniversaire. Son réfrigérateur était couvert de mon enfance, et même en grandissant, en déménageant et en devenant infirmière à Boise. Je n'ai jamais cessé de lui rendre visite parce que grand-mère n'a jamais cessé de m'aimer, contrairement à mes parents. Elle ne m'a jamais fait sentir que je devais mériter son affection. Et au fond de moi, j'ai toujours craint qu'il ne ressente du ressentiment pour ce lien, qu'il ne voie peut-être sa douceur envers moi comme une menace. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais je pouvais le voir dans la façon dont la mâchoire de mon père se crispait chaque fois que grand-mère me faisait un compliment, ou comment le sourire de maman s'amincissait chaque fois que je choisissais de passer les vacances avec grand-mère au lieu de m'envoler pour Aspen. Pourtant, je me disais qu'il ne lui ferait pas de mal, pas à elle. J'avais tort. Ce Thanksgiving-là, quand ils sont arrivés chez elle avec des valises, des sourires et des promesses d'un voyage en famille en Europe, je voulais les croire. Je voulais croire que peut-être pour une fois, ils avaient l'intention de l'inclure. Mais même alors, une partie de moi retenait son souffle car l'amour dans ma famille était toujours assorti de conditions. Et grand-mère, elle n'a jamais vu les ficelles se resserrer. Tout a commencé avec du vin, de la tarte et des compliments qui semblaient un peu trop répétés. Nous étions réunis autour de la petite table à manger en acajou de grand-mère. Elle avait préparé sa fameuse cocotte de patates douces, et la pièce sentait la cannelle et la dinde rôtie. Tout le monde souriait trop, riait trop facilement. Je connaissais ce rire. C'était celui que mon père utilisait lorsqu'il essayait de conclure une vente. Mon père a dit entre 2 bouchées qu'il pensait à quel point ce serait incroyable d'emmener cette famille dans un endroit spécial. L'Europe. Tous ensemble, Rome, Paris, Londres. Une aventure inoubliable. Grand-mère a cligné des yeux. Surprise, elle a dit que cela semblait charmant, mais qu'elle ne savait pas si ses articulations pourraient me supporter toute cette marche. Il a rayonné, expliquant que c'était justement l'avantage. Ils iraient doucement, elle aurait son propre siège, des fauteuils roulants disponibles, ils séjourneraient dans des hôtels avec ascenseur, le service en chambre, un luxe. Ma tante Diane est intervenue en hochant la tête. Elle a dit à sa mère qu'elle n'était jamais sortie du pays, que c'était sa chance. Même mes cousins Camille et Thomas, qui levaient à peine les yeux de leur téléphone de toute la soirée, ont marmonné que ce serait cool. J'ai regardé grand-mère, elle était silencieuse, remuant lentement son thé, puis papa a ajouté, comme si de rien n'était, qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus pour les réservations. Les acomptes étaient dus la semaine suivante, le reste était couvert. Mon estomac s'est noué, j'ai demandé, en gardant un ton neutre. Combien coûtait ce peu plus? Il a souri. Il a dit que c'était seulement 20 000 $. Il s'était dit que grand-mère pourrait contribuer. Elle avait toujours voulu qu'ils voyagent en famille. La pièce est tombée dans le silence pendant 1 seconde.
Puis grand-mère a souri faiblement. Elle a dit que si cela pouvait réunir tout le monde. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait parce que grand-mère avait l'air heureuse, pleine d'espoir, comme une enfant attendant d'être choisie pour la première fois, et après une vie passée à être mise de côté par ses propres enfants. Je pense qu'elle a finalement cru qu'il la voyait à nouveau. Elle a appelé la banque le lendemain matin. Je l'ai entendu donner des numéros de compte. Je suis resté dans le couloir, les poings serrés. J'aurais dû l'arrêter, j'aurais dû lui demander d'attendre. De se demander pourquoi c'était à elle de payer alors que personne d'autre ne semblait lever le petit doigt. Mais tout ce que j'ai dit, c'est de lui demander si elle était sûre. Elle m'a tapoté la main. Elle a répondu que « ma chérie ». Il m'incluait enfin, que cela valait chaque centime. Chaque partie de moi voulait la croire, mais quelque chose dans la façon dont papa l'a serrée dans ses bras pour lui dire au revoir. Trop rapide, trop distrait, a laissé un vide glacial dans mon estomac. Ce n'était pas un cadeau, c'était une transaction. Et grand-mère ne réalisait pas que c'était elle qui était lésée. Le matin de notre vol pour l'Europe, grand-mère était prête avant tout le monde. Elle portait son cardigan bleu marine à boutons dorés et les mêmes chaussures plates noires qu'elle appelait toujours ses chaussures de voyage. Bien qu'elle n'ait pas voyagé depuis des années, sa valise était petite, presque embarrassante. Le genre de valise que l'on fait pour un week-end, pas pour un séjour de 3 semaines en Europe. Elle a dit fièrement qu'elle avait voyagé léger, pour ne ralentir personne. Je lui ai adressé un doux sourire, mais à l'intérieur, mon estomac était noué. À l'aéroport, tout s'est passé très vite. Papa a pris les choses en main, vérifiant les passeports et aboyant des ordres comme un général en mission. Tante Diane s'agitait, s'occupant de son oreiller de voyage et de bouteilles d'eau hors de prix. Personne ne parlait vraiment à grand-mère. Nous avons roulé sa valise derrière nous vers la zone des départs internationaux. Elle regardait autour d'elle avec un émerveillement silencieux, comme une enfant dans un parc d'attractions. Absorbant tout, elle a murmuré, en se tenant à mon bras, qu'elle n'avait jamais vu un aéroport aussi grand. Nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement. C'est là que ça a commencé. La voix de papa a changé, sèche, tendue, étouffée. Je l'ai entendu marmonner à l'employé de la compagnie aérienne. Des phrases comme « pas sur le manifeste » et « doit être une erreur du système ». Je me suis approché. J'ai demandé ce qui se passait. Papa s'est tourné. Feignant le calme, il a dit qu'il y avait une confusion, qu'il semblait que le billet de grand-mère n'était pas passé, mais que ce n'était pas grave, qu'ils allaient trouver une solution. Le sourire de grand-mère s'est effacé. Elle a demandé à Charles ce qu'il voulait dire par le fait que son billet n'était pas passé. Il a évité son regard. Il a dit que c'était probablement un problème du site web, que ce genre de choses arrivait, mais qu'avec le temps imparti, il ne pensait pas qu'il pourrait régler ça maintenant. Tante Diane est intervenue, haussant les épaules. Elle a dit que c'était peut-être mieux ainsi. Maman, le vol était long. L'Europe, c'était beaucoup de marches. Elle avait dit elle-même que ses genoux lui faisaient un mal. Grand-mère a cligné des yeux, ses mains se resserrant sur la poignée de sa petite valise. Elle a dit, la voix à peine plus haute qu'un murmure, qu'elle avait payé, qu'elle leur avait donné l'argent. Mon père a eu un sourire forcé. Il a répondu que bien sûr, et qu'ils partirent tous grâce à sa générosité, mais qu'elle devrait se reposer. Il lui rapporterait des cadeaux, des photos, des histoires, et puis, comme ça. Il s'est tourné et s'est dirigé vers la porte d'embarquement. Aucune excuse, aucun câlin, juste un renvoi. Je suis resté figé. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Autour de nous, d'autres familles s'embrassaient, riaient, prenaient des photos, et nous étions immobiles. Juste moi et ma grand-mère et une valise qui semblait soudain beaucoup trop petite. Elle m'a regardé. Clignant lentement des yeux, elle a murmuré de nouveau qu'il n'y avait pas de billet pour elle, comme si le dire à voix haute pouvait changer quelque chose. J'ai attrapé sa main. J'ai dit que si elle n'y allait pas, je n'irais pas non plus. Elle a essayé de protester, la voix tremblante. Elle a dit « Élise, tu rêves de ce voyage ». J'ai répondu que non, pas sans elle. Et juste comme ça, ils ont embarqué dans un avion pour l'Europe et nous sommes retournés tranquillement par les portes de l'aéroport, dans le vent froid de novembre. Le trajet du retour s'est fait sans un mot. Grand-mère était assise sur le siège passager, les mains sagement croisées sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas tempêté. Elle a simplement regardé par la fenêtre comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre défiler. Quand nous sommes rentrés chez elle, elle est allée directement à son fauteuil préféré près de la fenêtre, a ouvert sa valise et a commencé à déballer avec des mouvements lents et méthodiques, des pulls pliés, une petite bouteille de lotion à la lavande, un passeport qui n'avait jamais été utilisé. Je suis resté dans l'encadrement de la porte.
ne sachant pas si je devais dire quelque chose ou la laisser faire comme si de rien n'était. Au lieu de ça, je suis allé à la cuisine et je lui ai préparé une tisane à la camomille. Quand je suis revenu, elle tenait une vieille photo d'elle, de papa et de tante Diane sur une plage, des décennies auparavant. Les bords étaient usés, les couleurs passées, mais son sourire sur cette photo était éclatant et intrépide. Elle a dit tranquillement qu'elle avait vraiment cru que cette fois, ils étaient sincères. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. La colère dans ma gorge était trop épaisse pour parler. Plus tard cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher. Je me suis assise seule à la table de la salle à manger. Mon ordinateur portable luisait faiblement dans le noir. J'ai tapé un terme de recherche, presque instinctivement. Loïs sur l'abus financier des personnes âgées. Idaho. Page après page d'articles juridiques, de statistiques et de numéros d'assistance sont apparus. J'ai cliqué sur un lien. Bureau de la protection des aînés. Droit de succession. Division de Boise, c'était là, noir sur blanc. Si une personne âgée est contrainte, trompée ou manipulée pour transférer des actifs sous de faux prétextes, cela peut être qualifié d'exploitation financière. J'ai noté le numéro. Le lendemain matin, grand-mère était dans le jardin. Elle portait ses gants en tricot et taillait les feuilles mortes de ses rosiers. Je suis sorti et je lui ai tendu une tasse de café. Je lui ai dit doucement qu'elle n'avait pas à faire semblant d'aller bien. Elle m'a adressé un sourire fatigué. Elle a répondu qu'elle ne faisait pas semblant, ma chérie, qu'elle ne voulait simplement pas rendre les choses plus difficiles pour moi. J'ai admis que c'était déjà difficile, mais que ne rien faire, c'était encore plus dur. Elle a baissé les yeux sur les pétales dans sa paume. Elle a dit que c'était toujours ses enfants. J'ai murmuré que je savais, mais qu'elle était ma famille et que je ne les laisserais pas lui faire ça. Elle n'a pas répondu, mais cette nuit-là, j'ai appelé le numéro. Une réceptionniste m'a transféré à un certain Victor Chevalier, un avocat du Bureau de la protection des aînés. Il a dit, d'une voix calme et délibérée, de tout lui raconter. Alors, je l'ai fait. Et pour la première fois depuis des jours, je ne me suis pas sentie impuissante. Victor Chevalier ne ressemblait pas à ce à quoi je m'attendais. Il n'était ni froid, ni trop formel. Quand il est arrivé chez grand-mère l'après-midi suivant, il portait un blazer gris, un jean et une expression chaleureuse qui ne semblait pas feinte. Il a serré doucement la main de grand-mère et s'est assis sur le bord du fauteuil comme quelqu'un qui rend visite à une vieille amie, pas quelqu'un qui enquête sur un crime. Il a commencé par s'adresser à Madame Dubois. Il a dit qu'Élise lui avait parlé de l'incident, qu'il savait que ce n'était pas facile, mais qu'il voulait qu'elle comprenne que ce qui s'était passé à cet aéroport n'était pas seulement blessant, que cela pouvait aussi être illégal. Grand-mère s'est agitée, mal à l'aise, serrant sa tasse de thé. Elle a dit doucement qu'elle ne voulait pas de problème, que c'était sa famille. Victor a hoché la tête comme s'il avait entendu cela 100 fois. Il a dit qu'il comprenait, mais qu'il était là pour la protéger. Ce qu'ils avaient en fait, la contraindre à leur donner 20 000 $ sous de faux prétextes, puis l'abandonner. Correspondait aux critères de l'exploitation financière des personnes âgées. J'ai vu ses yeux vaciller. Doute, culpabilité, honte. Alors j'ai parlé. J'ai dit, « Grand-mère, tu leur as donné cet argent parce qu'ils ont promis quelque chose qu'ils n'ont jamais eu l'intention de tenir. Ce n'est pas de la générosité, c'est du vol enrobé de sentiments. » Victor s'est penché en avant. Il a dit qu'avec sa permission, il aimerait l'aider à récupérer ses fonds et à protéger ses droits légaux. Qu'ils auraient un besoin de rassembler des documents, ses relevés bancaires, les éventuels textos, messages vocaux et des témoins si possible. Elle a hésité. Puis, pour la première fois depuis l'aéroport, elle a dit quelque chose de ferme. Elle a dit que c'était d'accord. Si Élise croyait que c'était la bonne chose à faire, alors elle lui faisait confiance. C'était tout ce dont nous avions besoin. La semaine suivante, Victor et moi avons travaillé comme une tempête silencieuse. Nous sommes allés à sa banque locale. La directrice, une femme nommée Isabelle, connaissait grand-mère depuis des années et a pâli quand nous avons expliqué ce qui s'était passé. Elle a imprimé le relevé montrant un virement de 20 000 $ vers un compte au nom de mon père. Nous sommes retournés à l'aéroport et avons retrouvé la même agente qui s'était occupée de notre enregistrement. Manon, une jeune femme avec de courtes tresses et une mémoire vive. Elle a dit, les yeux plissés, qu'elle se souvenait de cette dame âgée, qu'elle avait l'air perdue, que son fils avait dit que sa santé la rendait inapte au vol et qu'il lui avait dit de rentrer chez elle, que cela lui avait semblé injuste, froid. Elle a accepté de fournir une déclaration écrite. Chaque pièce du puzzle rendait la respiration plus difficile et l'action plus facile. De retour chez grand-mère,
J'ai aidé Victor à scanner des documents pendant que grand-mère nous préparait des sandwichs au fromage grillé, prétendant que rien de tout cela n'arrivait, mais je pouvais voir le changement en elle. Elle ne tressaillait pas quand Victor utilisait des mots comme « procédure civile » ou « révocation de l'héritage ». Elle a même dit, en tranchant des tomates, qu'il était peut-être temps qu'il réalise qu'elle n'était pas juste un portefeuille dans un fauteuil à bascule. Victor a souri. Il a dit qu'il dirait qu'elle était une femme plutôt puissante, Madame Dubois. Elle a rougi comme une écolière. Quelques jours plus tard, Victor a levé les yeux de son ordinateur portable et a dit calmement que nous étions prêtes. Élise. J'ai demandé pourquoi nous étions prêtes. Il a fermé son dossier et a croisé mon regard. Il a dit que c'était pour leur retour. 3 semaines plus tard, ils sont revenus. Je connaissais le numéro de vol. Victor avait récupéré l'itinéraire dans l'historique de réservation de l'agence de voyage. Acheté, bien sûr, avec l'argent de grand-mère. Je ne lui ai pas dit que j'y allais. Elle était à la maison ce matin-là, s'occupant de son petit rosier près du porche. Je lui ai dit que j'avais des courses à faire en ville. Elle a juste souri et m'a tendu sa liste de courses, ne sachant pas que j'avais tout autre chose de prévu. Je suis arrivé tôt à l'aéroport international de Boise, debout près de la porte des arrivées avec Victor à mes côtés. Il portait un costume plus sombre cette fois-ci. Pas de blazer, juste des lignes nettes et le genre de calme qui rend les gens nerveux. Il portait un simple dossier en manille. À l'intérieur se trouvaient des copies des relevés bancaires, la déclaration écrite de Manon et une assignation autorisée par le tribunal juste 2 jours plus tôt. Exploitation financière d'une personne vulnérable, demande de restitution civile en attente, requête de suspension de l'héritage. Puis je les ai vus. Mon père est sorti le premier, traînant 2 valises surdimensionnées avec des autocollants de Rome et de Paris. Ma mère suivait, les cheveux parfaitement brochés et les ongles fraîchement manucurés. Tante Diane portait des lunettes de soleil à l'intérieur et prenait des selfies avec Camille et Thomas, qui riaient tous deux de quelque chose sur TikTok. Ils avaient l'air heureux, sereins, comme si rien ne s'était jamais passé, jusqu'à ce qu'ils me voient. Je me suis avancé sans un mot. Victor marchait à mes côtés. Il a dit fermement, en s'adressant à Charles Dubois et Diane Brooks, que ceci était pour eux. Il a tendu à mon père et à ma tante une copie de l'assignation. Ils ont tous les deux fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Papa a balbutié, demandant ce que c'était. Victor est resté calme. Il a dit que c'était un avis juridique d'enquête concernant l'abus financier de Lydie Dubois, qu'ils étaient tenus de répondre dans un délai de 7 jours ouvrables, que le non-respect de cette obligation pourrait entraîner une poursuite judiciaire formelle. Tante Diane a arraché ses lunettes de soleil. Elle a demandé s'il était sérieux, que c'était insensé, qu'elle leur avait donné cet argent. Victor a haussé un sourcil. Il a dit que c'était sous de fausses déclarations documentées, que ce n'était pas de la générosité, c'était de la fraude. Le visage de mon père s'est assombri. Il a demandé, « Élise, si c'était moi qui avais fait ça ?» J'ai hoché la tête. Il a demandé si j'intentais un procès à ma propre famille. J'ai dit d'une voix égale que non, je protégeais la mienne, que vous lui aviez fait croire que vous vouliez l'inclure, puis que vous l'aviez humiliée à la porte d'embarquement comme si elle était jetable. Maman a lancé sèchement qu'elle était vieille, que ce voyage aurait été dur pour elle. J'ai coupé court en demandant si ce n'était pas dur pour son compte en banque. Ils sont restés dans un silence stupéfait, puis tante Diane a craché que j'avais toujours été dramatique. Victor s'est interposé entre nous. Il a dit que cette conversation était terminée, qu'il se verrait en médiation. Et juste comme ça, nous nous sommes tournés et sommes partis. Mais avant de partir, j'ai regardé une dernière fois par-dessus mon épaule et j'ai vu leur visage. Aucune joie, aucun pouvoir, juste de la panique. Ils ne se sont pas présentés à la première réunion de médiation. Victor a dit qu'il n'était pas surpris, que les gens comme eux pensent généralement que le silence nous fera abandonner. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, le juge a accordé un jugement par défaut en faveur de grand-mère. Restitution intégrale. 20 000 $ à rembourser dans les 30 jours. Mais ce n'était pas tout. Sur la base des preuves de tromperie intentionnelle et de préjudice émotionnel, le tribunal a suspendu toutes les réclamations d'héritage liées à sa succession. Une recommandation formelle a été soumise. Révocation de tous les droits de succession familiaux concernant mon père, ma tante et leurs conjoints, quand j'ai apporté les documents du jugement à la maison. Grand-mère s'est assise à la table de la cuisine, les retournant lentement dans ses mains. Elle a murmuré qu'ils avaient vraiment fait ça, non pas avec incrédulité, mais plutôt comme la confirmation silencieuse de quelque chose qu'elle avait essayé de ne pas croire pendant trop longtemps.
Je lui ai dit doucement que j'étais désolé que les choses en soient arrivées là. Elle a levé les yeux vers moi et a souri. Un sourire petit, triste, mais en quelque sorte plus léger. Elle a répondu que non, ma chérie, qu'elle était désolée de l'avoir laissé durer si longtemps. Cette nuit-là, elle a appelé Maître Henriette, son avocat spécialisé en succession depuis des années. J'ai écouté depuis le couloir pendant qu'elle lui donnait des instructions claires et fermes. Elle a dit qu'elle souhaitait mettre à jour son testament. Oui. Qu'elle voulait retirer complètement Charles et Diane. Non, aucune part. Ils en avaient eu assez. Plus tard, alors que nous étions assis sur le porche avec des tasses de chocolat chaud, elle m'a dit qu'elle ne faisait pas cela par colère, qu'elle voulait simplement la paix, et que la paix signifiait ne plus donner aux gens de nouvelles chances de vous blesser. J'ai hoché la tête, je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Dans les semaines qui ont suivi, je l'ai aidée à fermer un compte joint qu'elle avait ouvert avec mon père des années auparavant. Nous avons transféré ses économies dans une nouvelle fiducie protégée. Elle a insisté pour que je sois désigné comme sa mandataire financière. Elle a dit qu'elle voulait que je m'occupe des choses si elle ne le pouvait plus. Je lui ai murmuré qu'elle en serait toujours capable, mais à l'intérieur, je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose en elle avait changé. Pas seulement la déception, mais les années d'attente qui cédaient enfin la place à l'acceptation. Pas d'amertume, juste de la clarté. Nous sommes revenus lentement à nos routines, jardinage, courses, préparation de trop de biscuits dont nous n'avions pas besoin. Mais quelque chose de nouveau a aussi éclos. Elle s'est remise à dessiner, des croquis de tulipes, de collines et d'oiseaux. Je nous ai inscrites à un cours d'aquarelle au centre communautaire, et elle a accepté après quelques grognements. Elle a dit un matin, en pressant le pinceau contre la toile, qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, et ce n'était pas le cas. Nous avions recommencé, juste nous deux, sans faux semblants, sans mise en scène, sans plus attendre des excuses qui ne viendraient jamais, seulement la présence, seulement la vérité. Et dans cet espace, grand-mère n'était pas une victime, elle était libre. Le printemps suivant, j'ai planté des tulipes jaunes tout le long de la clôture du jardin de grand-mère. Elle m'avait dit un jour, quand j'avais 8 ans, que les tulipes jaunes signifiaient l'espoir. Elle avait dit que ce n'était pas la joie, mais l'espoir. La joie va et vient, mais l'espoir, c'est ce que l'on garde en vie, même quand tout le reste s'estompe. Je voulais qu'elle revoie cet espoir chaque matin en ouvrant les rideaux. En mai, le jardin s'est transformé en une mer d'or doux. Grand-mère se tenait sur le porche dans son cardigan usé, un café à la main, et regardait simplement. Elle n'a rien dit, mais ses yeux brillaient. J'ai dit que je m'étais dit qu'elle avait besoin de quelque chose à attendre avec impatience. Elle a serré ma main, elle a répondu qu'elle l'avait déjà. Ma chérie, c'était moi. Cet été-là, j'ai pris une décision. J'ai postulé au programme de master en gérontologie et défense des aînés de l'Université d'État de l'Idaho. Je voulais être la voix des autres comme elle, comme tant d'autres dont les histoires n'atteignent jamais les salles d'audience ou les centres communautaires. Quand je le lui ai dit, elle a eu les larmes aux yeux. Elle a dit qu'elle avait toujours su que je prendrais soin des gens, mais qu'elle n'avait jamais imaginé que je commencerais par elle. J'ai souri. J'ai dit que c'était grâce à elle que je savais comment prendre soin des autres. La vie a continué, non sans ombre, mais avec une lumière plus stable. Grand-mère s'est fait des amis à son cours de peinture, des gens qui aimaient ses histoires, qui ne se souciaient pas des comptes en banque ou des liens du sang, juste de la gentillesse. Elle a même vendu quelques tableaux à la foire artisanale locale. L'un d'eux s'intitulait Porte B6. Elle n'a jamais dit à personne ce que cela signifiait, mais je le savais, de temps en temps. Nous recevions du courrier adressé à nous de la part de tante Diane ou de mes parents. Des cartes, de vagues tentatives de renouer le contact, nous ne les ouvrions jamais. Grand-mère les glissait simplement dans un tiroir étiqueté sans réponse et retournait à son livre ou à son thé. Ils ne se sont jamais excusés, n'ont jamais essayé de rendre l'argent, n'ont jamais demandé comment elle allait, et finalement, nous avons cessé de nous attendre à ce qu'ils le fassent. 2 années ont passé. Puis, un matin d'automne, j'ai trouvé grand-mère assise tranquillement près de la fenêtre, enveloppée dans son édredon préféré. Elle avait l'air paisible, mais fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a murmuré qu'elle était juste un peu plus lente ces jours-ci, mais que les tulipes reviendraient au printemps prochain. N'est-ce pas? J'ai dit qu'elle revenait de toujours. En écartant doucement ses cheveux argentés, elle a hoché la tête, les yeux se fermant. 2 semaines plus tard, elle est décédée dans son sommeil, sans douleur, sans drame, juste la paix, comme elle l'avait toujours voulu. Nous l'avons enterrée sur une colline près du petit lac de la ville, sous un vieux chêne.
J'ai déposé un bouquet de tulipes jaunes fraîches sur sa tombe, enveloppé dans un ruban avec ses initiales brodées dessus. LD aux funérailles. Des gens de toute la ville sont venus. Son professeur de peinture, le fleuriste qui l'avait aidé à choisir des graines, Isabelle de la banque, Manon de l'aéroport a même envoyé des fleurs et un mot qui disait simplement « Elle comptait ?» Elle comptait, et elle compte toujours. Après la cérémonie, je suis resté seul près de la tombe. Tenant une dernière tulipe, le vent m'a caressé la joue comme des doigts, et j'aurais juré entendre sa voix dire « Continue, Élise, continue de fleurir. » Alors, je l'ai fait, j'ai terminé mon diplôme. Et maintenant, je travaille avec l'Initiative pour la justice des aînés, enquêtant sur les abus, militant pour la réforme et aidant à réécrire le récit pour des gens comme elle. Je vis toujours dans sa maison. J'ai gardé les tulipes jaunes en vie, chaque année. Elles fleurissent plus brillamment. Et chaque printemps, je m'assois sur le porche avec une tasse de thé. Je regarde cette clôture dorée et je dis la même chose à voix haute. Tu n'as pas seulement élevé une petite fille, grand-mère. Tu as élevé un témoin. Tu as élevé une battante. Et c'est un héritage suffisant pour toute une vie.